Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, la gloire de votre grand-père et la mission quotidienne de l'agent très spécial que vous êtes devenu. Vous n'avez pas besoin d'une partie de cartes pour la réussir, car vous avez bien d'autres atouts. Bonjour Nicolas Pagnol. Bonjour Jacques. Vous êtes le petit-fils de Marcel Pagnol et il y a un livre magnifique aux éditions des Saints-Pères qui est le manuscrit du Château de ma mère et de la gloire de mon père, dont on va bien sûr parler tout à l'heure. Mais on va également évoquer vous-même et Marcel Pagnol à travers des dates clés. Et Jacqueline. Et Jacqueline Pagnol, bien entendu, qui est dans nos pensées. Et pour commencer, on va bien sûr écouter la voix de Marcel Pagnol. Eh bien voilà, la partie de cartes, je voulais la couper. Et Volterra ne la connaissait pas. Et on a... Content quand il a lu la partie de cartes. C'était la voix de Marcel Pagnol, la partie de cartes. Et Volterra était le directeur du Casino de Paris et du Théâtre de Paris quand il a créé une pièce célèbre. Alors, on va vous évoquer aujourd'hui Nicolas Pagnol à travers des dates. La première que j'ai trouvée, c'est le 19 juillet 1998. C'est un reportage de FR3 Marseille sur le tournage de La femme du boulanger. Et à la fin, qui on voit en t-shirt bleu avec un chapeau? Nicolas Pagnol, l'assistant qui est dit être content de la famille. Oui. J'ai commencé... J'avais commencé une carrière d'assistant réalisateur. Oui. Et Jacques Naoum, qui était un producteur de télé, avait déjà produit La femme du boulanger avec Roger Hanin. Et puis, il avait engagé le tournage donc, de la trilogie à Marseille. C'est vrai que c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée. J'arrivais de mon sud à Paris et ma grand-mère m'avait demandé alors qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien faire du cinéma. Vous avez fait des études d'histoire au départ? D'histoire, oui, ça n'a rien à voir. Enfin, laborieuse, soyons honnêtes. Et elle m'a dit je vais te présenter quelqu'un. Excusez du peu, elle m'a présenté Alain Poiret. Producteur. De chez Gaumont Inter, un des plus grands producteurs français. Et Alain m'a dit, est-ce que tu connais la différence entre le cinéma et la télé? Moi, j'étais dans mon fauteuil, comme ça, lui, dans son magnifique costume clair, derrière son bureau. J'ai dit, oui, je crois qu'il y a plus d'argent dans le cinéma que dans la télé. Il m'a dit, tu iras loin. Ouais. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et puis, j'ai été assistant réalisateur pour Francis Weber, Philippe Muil, Jérôme Cornuau et tant d'autres. Voilà. Francis Weber, qui est un metteur en scène très important, qui a une particularité quand il écrit un scénario. Il a écrit une première version, il appelle ses copains, il la lit et il voit les défauts. Et ensuite, quand il tourne, il passe 8 jours à la montagne avec ses comédiens pour qu'ils sachent le texte par cœur au cordeau avant que ça commence. C'est ça. C'est un auteur incroyable. Enfin, ces scénarios sont des pièces d'horlogerie. Ça fonctionne toujours. Et c'est vrai qu'il est très, très, très tatillon lors de la mise en scène, au niveau des intentions. Tout doit être dit à la virgule près. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais, comme l'était d'ailleurs Marcel Pagnol, qui vous a connu mais que vous n'avez pas connu puisqu'il nous a quittés quand vous aviez 1 an. C'est ça. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il a désespéré de la marche du monde en me voyant et qu'il a décidé de partir, je ne sais pas. Oui, je n'ai pas de souvenir de mon grand-père. C'est peut-être pour ça que je suis parti à sa recherche par la suite. Alors, vous avez grandi au-dessus de Cagnes-sur-Mer, à la Gaude, qui était la propriété familiale. Propriété immense qui avait servi de lieu de tournage et de vie à Marcel Pagnol. Alors pas tout à fait de tournage, mais de vie. Oui, il achète cette propriété en 1942, alors qu'il vient de vendre ses studios et toute son affaire marseillaise. Il vend ça à Gaumont. D'ailleurs, c'est Alain Poiret, tout jeune homme, qui descend pour régler la transaction. Et Marcel va acheter cette propriété. C'est une propriété horticole. Et donc, il va se faire horticulteur, il va vouloir faire des œillets, et malheureusement, la source est perdue. Ça vous rappelle quelque chose, oui. Je pense. Donc oui, il n'y a jamais tourné. Et il y reviendra très très souvent avec mon père. D'ailleurs, mon père y est installé. C'est un lieu d'amour pour lui, hein. Parce que Marcel Pagnol, il y a une grande table où Marcel Pagnol a écrit ses livres. Oui, il a écrit. Il écrivait un peu partout, Marcel, oui. Mais je me rappelle très bien de ce bureau. Il y a beaucoup de photos. Il était installé devant la cheminée. Il avait le feu derrière lui. Mais Marcel disait, je me sens bien partout, mais pas très longtemps. Ouais. Donc il a écrit à Paris, il a écrit en Normandie, où nous avons toujours un moulin. Il a écrit dans le sud, il a écrit à Saint-Tropez, à Marseille,
un peu partout. Oui, alors il y a aussi il y a eu un problème, c'est que vous allez à l'école avec Cagnes-sur-Mer et naturellement il y a des dictées. Et parce que vous êtes un Pagnol, on pense que vous êtes excellent en orthographe, Nicolas Pagnol. Mon Dieu, quelle erreur de la part des professeurs. Non, j'étais très très mauvais en orthographe. D'ailleurs, mon fils a pris la suite, il a pris la relève, j'en suis très fier. Et effectivement, ça a été très dur pour moi parce que on faisait des dictées sur La gloire de mon père, Le château de ma mère, ou encore d'autres œuvres de Marcel. Et les professeurs vraiment étaient très durs avec moi, en me disant vous n'avez pas le droit de faire 20 fautes sur une dictée, qui plus est de votre grand-père, c'est scandaleux. Alors, tout ça devant les autres élèves et tout, c'était la honte, quoi. J'ai beaucoup travaillé, j'écris un peu mieux aujourd'hui. Voilà. Alors, vos premiers films de Pagnol, vous les avez vus non pas au cinéma, mais dans le jardin, sur un drap blanc tendu entre deux arbres de la propriété, Nicolas Pagnol. Oui, je me rappelle, ça devait être en 1977, je suis dans 73, j'avais 4-5 ans. Et mon père, un soir, on avait un vieux projecteur 35 mm qui appartenait à mon grand-père, un projecteur des années 30, quoi, avec un espèce de haut-parleur en métal qui donnait un son grésillant, métallique, infâme. Et mon père nous avait dit, ce soir, nous allons regarder Marius. J'ai dit, formidable. Il fait, non, attends, on va pas le regarder à la télé. Alors, il avait demandé à sa femme de nous installer un grand drap blanc qu'il avait tendu entre deux oliviers. On avait installé ce projecteur, c'était tout un cérémonial. C'était une relique. Attention, là, ça appartenait à son père, quoi. Donc, c'était très important. On avait sorti une vieille copie de la cave. Quand j'y pense, c'est incroyable. On avait sorti une vieille copie nitrate de la cave et j'ai vu pour la première fois Marius sous le ciel étoilé de Provence, avec le bruit des grillons, la nuit, comme ça. C'est la première fois que j'étais au contact du cinéma de mon grand-père. Et en même temps, votre grand-père, vous avez fait comme lui quand il était enfant, vous couriez dans les collines, vous posiez des pièges, sans savoir qu'il faisait comme vous. C'est ça a été ma jeunesse. Donc c'est cette maison, cette propriété qui faisait 150 hectares. Le premier voisin était à 7 ou 8 kilomètres. Oui. On se déplaçait en voiture dans la propriété. Tout à fait, il n'y avait pas de route, c'était des chemins de terre. Et mon frère et moi, parce qu'on a 1 an de différence, on a passé notre jeunesse à courir dans les collines, à poser des pièges. Il y avait le régisseur, c'était un vieux piémontais, Robert Berliocchi, il s'appelait, je me rappelle. C'est comme un grand-père pour moi. Et il nous a appris à faire la glu avec l'huile de ricin, à tendre les pièges, à les braconner. C'était une liberté totale. On rentrait de l'école sur le coup des 17-18 heures, et mon père prenait sa 22 long rifle, on allait tuer un lapin dans la garrigue et il finissait sur le barbecue. C'est formidable pour un enfant. C'est un sentiment de liberté incroyable. La liberté, elle a continué, et puis la liberté de parler de Pagnol, on va en parler dans quelques instants, avec le 14 juin 2003, une autre date, avec Nicolas Pagnol sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Nicolas Pagnol. Vous êtes à l'origine de La gloire de mon père et Le château de ma mère, en édition manuscrite aux éditions des Saints-Pères. On va en reparler tout à l'heure. Mais là, on va évoquer une date importante, qui est le 14 juin 2003. C'est l'inauguration de la maison natale de Marcel Pagnol par Jacqueline Pagnol. Vous vous en souvenez ? Je n'étais pas là. Je connais très bien la maison natale à Aubagne. Oui. Mais je n'étais pas là. Elle a été reconstituée, retravaillée, rénovée. Elle a été entièrement rénovée. C'est un rez-de-chaussée. Marcel est né au 3e. Oui. Mais on pouvait pas. La ville d'Aubagne ne pouvait pas créer un musée au 3e étage. On a fait au rez-de-chaussée. Donc ils ont reconstitué réellement l'appartement tel qu'il était, avec la cuisine provençale. Et il y a aussi une exposition de photographies, puis une petite salle de projection avec un documentaire sur Marcel. Aubagne fait beaucoup de choses sur Marcel Pagnol, notamment depuis 2015. Oui. Alors, je ne fais pas de politique, mais je remercie le maire Gérard Gazet, qui s'est rapproché de la famille Pagnol pour réellement impulser une dynamique. Donc chaque année, on a une dictée, la dictée Marcel Pagnol. Cette année, on a accueilli 350 personnes, on a refusé du monde. Je savais pas que les gens adoraient les dictées comme ça. On a un concours de nouvelles aussi. Et il y a une promenade, c'est-à-dire que moi, quand je suis allé à Aubagne il n'y a pas longtemps, Pagnol est partout. C'est-à-dire qu'il y a une promenade Marcel Pagnol pour reconstituer son parcours. Bien sûr, sur ces terrains magnifiques, au-dessus d'Aubagne,
de Marseille et de Hallot sont des terrains que, bien sûr, dont Marcel parle dans ses souvenirs d'enfance, mais peu de gens savent qu'il les a achetés à partir de 1932, ses premiers gros succès. Il fait beaucoup d'argent et la première chose qu'il va faire, c'est racheter les terrains de son enfance et il va tourner ses films sur ces terrains, que ce soit Angèle, Requin. D'ailleurs, cette année, nous devrions reconstruire la ferme d'Angèle. Il en reste quelques ruines, quelques pierres, et on va la remonter entièrement. Et j'ai pour projet aussi de remonter le village d'Aubignan sur les barres de Saint-Esprit, le moulin de Maître Corny sur le Tête Ronde. Les gens viennent effectivement du monde entier, mais il faut bien le dire. En France, on dit Pagnol, oui, bon, c'est provençaliste, c'est le Sud. Non. Enfin, si, bien sûr. Mais c'est pas seulement ça. Mais pas du tout. C'est un des auteurs ou cinéastes les plus connus au monde, français. Et alors, les gens viennent du Pakistan, d'Inde, des États-Unis, du Québec, beaucoup de Québécois. J'étais en tournée pour une pièce que j'ai mis en scène qui s'appelle Jules et Marcel, d'après la correspondance entre Pagnol et Rému. Et je me suis aperçu que les Québécois connaissaient Pagnol sur le bout des doigts. Et c'est pas étonnant. Parce qu'il y a quelque chose qui les rapproche, c'est l'accent. Et qu'est-ce que la langue française ? Et c'est une question d'identité là-dedans. Et c'est formidable. Et donc oui, ces promenades, alors il y a les randonnées théâtrales, il y a une compagnie qui fait un circuit de 12 km avec des scènes. Par exemple, cette année, je crois qu'ils ont fait la fille du puisatier. Alors il y a plus de 50 comédiens, des costumes, des camions d'époque, des chevaux, des attelages. C'est un grand spectacle. Alors, tout ça, effectivement, a été inauguré, a commencé par cette maison natale où Jacqueline se trouvait. Jacqueline Pagnol, la femme de Marcel Pagnol, celle qu'il appelait son brin de poésie et de tendresse, je crois. Notre Manon. Manon des Sources. Manon des Sources, et que vous avez rencontré en arrivant à Paris, et en déjeunant avec elle chaque dimanche, vous avez vraiment compris Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol. Oui, je connaissais très peu ma grand-mère. Ma grand-mère n'était pas du tout à l'image d'une grand-mère gâteau, très proche de ses petits-enfants et tout. Non, ça n'intéressait pas. Donc, je l'ai vraiment rencontrée à mon arrivée à Paris. J'avais 25 ans, enfin, je la connaissais, mais c'était comme ça, quoi. Et là, tous les dimanches, avec mon frère, nous allions déjeuner avec elle chez Dab, Porte-Maillot, un plateau de coquillages avec une petite bouteille de vin blanc, et elle nous racontait sa vie, la vie de Marcel, mais toujours avec des anecdotes. Oui. Ça n'avait rien de sentencieux, ça n'avait rien de... c'était pas des discours, on rigolait beaucoup. Elle nous racontait toutes ses petites lubies, ses défauts, ses qualités. Elle me disait, j'ai fait des haltères avec Marcel, si vous saviez, les enfants. Il pouvait être pénible parfois. Et elle nous racontait plein de choses. Je lui demandais d'aller faire les courses. Bien oui, je vais faire les courses. Alors je lui avais fait une liste. Et puis il revenait avec des sacs remplis d'outils, mais absolument rien pour le déjeuner ou le dîner. Et on pouvait recevoir leurs voisins, c'était les régniers. Hein. Oui. Et on recevait les régniers. Et puis il se plantait un tournevis dans les fesses en s'asseyant sur le canapé parce que Marcel en avait oublié un comme ça. Et c'était quelqu'un qui n'était pas excentrique, c'est pas le mot, mais c'est absolument pas l'image. C'était un homme qui n'avait rien à voir avec l'image que l'on peut se faire d'un académicien sanctifié. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très simple avec des passions terrestres. Alors, elle a tourné 5 films de Marcel, dont bien sûr Manon des Sources. Elle était la première Manon des Sources avant Emmanuel Béard, Jacqueline Pagnol. Elle n'en parlait qu'à partir de 1944, car avant, elle ne l'avait pas connu. Elle refusait de parler de Marcel avant sa rencontre avec Marcel. Alors moi, j'ai une anecdote que Charles Trenet m'a racontée. Il tourne en 1943 Adieu Léonard et Frères Prévert. Et il y a Marcel Pagnol qui vient régulièrement, qui n'a Dieu que pour une jeune femme comédienne qui joue le rôle de Paulette, qui est Jacqueline Pagnol. Oui, mais ils se connaissaient. Oui. Déjà, parce qu'en 1938, Pagnol avait fait un casting pour un court-métrage qu'il voulait tourner, qui s'appelait Les Amours de l'Agneau, oui, qui reprendrait plus tard dans ses souvenirs d'enfance. Et il a casté Jacqueline. Et il en est tombé très amoureux. Mais, il avait beaucoup d'écart. Je pense qu'elle devait être à peine majeure. Et donc, il va nouer une relation avec Josette D. Autre comédienne. Autre comédienne. Et en 1942, justement, quand Marcel achète cette propriété dans le Sud, Josette le vit très mal, elle se voit absolument pas horticultrice, elle fout le camp. Marcel est terrassé par le chagrin et il va remonter à Paris, problème professionnel, et il va se rappeler de cette jeune fille qu'il avait rencontrée. Et ce qu'il y a de très touchant, c'est qu'on a retrouvé,
après le décès de mon grand-père, dans le coffre-fort de cette propriété à Nice, un petit poème qui datait de 1940. Jacqueline de mes amours. Ça commence, Jacqueline, au trop petit sein, je ne sais plus. Et donc, il ne l'avait jamais oublié. Alors même qu'il était encore avec Josette Day, il pensait à elle. Il va la retrouver en 43 et ils vont partir. C'est ma grand-mère qui l'écrit dans un autre livre que j'ai publié chez Flammarion qui s'appelle Marcel Pagnol, 1895-1974, l'album d'une vie. Et Jacqueline écrit, nous avons pris un train pour aller dans la Sarthe, pour attendre le débarquement, et nous ne sommes plus jamais quittés. Ils se sont plus jamais quittés. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec Marcel Pagnol, et vous l'avez vraiment retrouvé, Nicolas Pagnol, c'est qu'au départ, quand il arrive à Paris, il veut faire une pièce ayant la nostalgie de Marseille, donc avec l'accent. Tout le monde le crie au fou. Et c'est en voyant le mariage de Mademoiselle Belmont à Bruxelles qu'il se dit les Bruxellois parlent d'eux-mêmes, pourquoi ne pas parler des Marseillais à Paris ? Tout à fait. Bon, ça, c'est ce que Marcel écrit. Oui. Bon, déjà, il arrive à Paris, il ne veut pas écrire Marius. Il a toute une carrière où il y a le premier Pagnol, qui est un Pagnol contestataire, très politique. On peut noter les marchands de gloire sur les marchands de canons et lors de la Première Guerre mondiale. Et puis Topaz sur la prévarication des hommes politiques. Enfin, il décortique la manière dont les hommes politiques détournent l'argent. Et par la suite, il va écrire, enfin en même temps qu'il écrit Topaz, il dit je vais écrire un petit truc comme ça sur Marseille. D'ailleurs, dans la préface de Marius, il dit c'est après 5 ans de vie parisienne que j'ai découvert que j'aimais Marseille, car bien souvent l'absence nous révèle nos amours. Alors c'est valable au niveau géographique, mais aussi au niveau humain. Et il va écrire cette pièce. Et il va aller la présenter au théâtre de l'Odéon à Marseille, en se disant ça ne peut être que pour Marseille. Et le directeur, qui s'appelait Franck, du théâtre de l'Odéon, lui fait « Je ne la montrerai qu'après sa 800e à Paris ». Et c'est là où il va aller voir Volterra, pour Marius, Léon Volterra, et c'est Simone surtout qui décidait, et qui va prendre la pièce. Voilà. Il faut savoir aussi que ça a fait la gloire d'un autre comédien dont vous allez reconnaître la voix. Oh, 10 fois par jour, c'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine. Et Rému, Mais réponds à ma question. Rencontre extraordinaire. Oui. Il y a peut-être, dans l'histoire du cinéma, je pense qu'il y a Pagnol Rému et John Ford, John Wayne. C'est les deux rencontres incroyables. Ils sont complémentaires. Pagnol écrit pour Rému, pour sa démesure. Il comprend cet homme. Et quand on lit sa correspondance avec Rému, on s'aperçoit à quel point ces hommes s'aimaient. Ce serait presque ridicule aujourd'hui, dans une amitié masculine, de s'aimer autant, de se dire de telles choses. Enfin, ils s'engueulaient, mais ils se disaient des choses horribles, mais ils se disaient aussi des choses d'une beauté incroyable. Et Volterra ne voulait pas de Rému. Il va t'emmerder, il va te faire les pires emmerdements. Pagnol a dit, je m'en fous, je veux Rému. Et puis par la suite, lorsque Paramount produit Marius, eh bien, Bob Kane, le directeur de Paramount, ne veut pas de Rému. Il ne veut pas de Rému, il ne veut pas de Charpin, il ne veut pas de Maïs, il ne veut rien. Et Pagnol va se battre. Et c'est Alexander Korda qui est appelé donc, par les Américains, par Paramount, pour réaliser. Lors d'un dîner, Bob Kane dit « Mais qu'est-ce que Rému va faire devant la caméra ?» Et Korda, qui avait vu 3 ou 4 fois la pièce, dit « Vous trompez de question. C'est qu'est-ce que la caméra va faire devant Monsieur Rému ?» Alors, il y a une anecdote qu'on m'a rapportée, je ne sais pas si elle est exacte. Rému trouvait qu'il ne gagnait pas assez d'argent et fait courir le bruit dans Paris qu'il ne jouera pas le 3e César. Donc, Pagnol le convoque dans son bureau. Rému est là, Pagnol n'est pas là, il est en retard. Et Rému voit un scénario sur la table, il se lève, il le regarde et il voit le film commence par la mort de César. Pagnol a vu ça, rentre à ce moment-là, et Rému dit « Je signe à n'importe quel prix ». C'est ça. C'est extraordinaire. C'est ça. Mais Rému était impossible. Alors, soit il remettait en cause les choix artistiques ou techniques de Marcel, soit il demandait des fortunes. Enfin, il était impossible, ce type. Mais en même temps, il avait raison. Parce qu'il aiguillonnait son copain. Parce que Pagnol avait, je ne vais pas dire qu'il avait, une facilité une tendance à la fainéantise. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il pouvait se laisser un peu aller. Pagnol, au niveau technique, il s'en foutait. D'ailleurs, on appelle ça c'est le théâtre en liberté. C'est le précurseur de la nouvelle vague. Pourquoi ?
parce qu'il s'en fout. Les contingences techniques n'ont pas à mettre des barrières au niveau artistique. Il y a des cigales, on tourne. Il y a trop de soleil, on tourne. Il pleut, on tourne. Il y a du vent, on tourne. Le travelling est bancal parce qu'on a fait un travelling de 300 mètres dans la garrigue et que c'est compliqué. On tourne. Et ça a marché comme ça. Oui. Et il y a aussi ces livres qui sont importants, et on va en parler dans quelques instants à travers cette date du 27 septembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Pagnol. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Nicolas Pagnol. On parle de votre grand-père Marcel Pagnol. Et le 27 septembre 2019 est sorti Le Château de ma mère en manuscrit aux éditions des Saints-Pères. C'est un magnifique livre parce qu'on va en parler. Tout est reproduit. C'est disponible sur Internet, sur le site des éditions des Saints-Pères. Et ça a été un travail immense de reconstituer ce manuscrit, Nicolas Pagnol. Oui, travail immense. Il y a eu La gloire de mon père avant, et là c'est Le Château de ma mère. Oui, c'est-à-dire que quand ma grand-mère est tombée malade, il y a maintenant 7 ou 8 ans, j'ai été habiter chez elle pour la soutenir dans cette grande maison avenue Foch. Et comme tout petit-fils qui se respecte, j'ai commencé à fouiller dans les tiroirs, dans le grenier. Or là, le grenier devait faire peut-être 400 mètres carrés. Donc j'avais vraiment de quoi fouiller. Et je me suis rendu compte que tous les manuscrits étaient là, mais n'étaient pas classés. Ça, c'était vraiment un autre temps, on va dire. C'était resté dans le jus après le décès de Marcel. Il n'y avait pas eu de travail. Et au décès de ma grand-mère, on a décidé avec la famille de donner tous ces manuscrits à la BNF, de ne pas les disperser en salle des ventes et de les donner à la BNF. Mais auparavant, j'ai appelé Jessica Nelson et Nicolas Tetrakoff des éditions des Saints-Pères. J'ai dit, est-ce que ça vous intéresse ? On va tout scanner. Et donc, on a scanné chaque page de manuscrit, ce qui représente peut-être 40 ou 50 000 pages. Enfin, c'est vraiment colossal. Et ils ont eu la lourde tâche de reconstituer, en tout cas, le premier manuscrit, donc La gloire de mon père, et le deuxième, là, qu'on vient de sortir, Le château de ma mère. Ça a été un travail colossal, parce qu'il y a plusieurs versions. Oui, c'est ça, il y avait des petits dossiers. Mais c'est ça. Et on a même les premières pages du château, de La gloire de mon père, c'est très touchant, parce qu'elles datent de 1931, ou 32, je ne sais plus, année de la mort du petit Paul. Et donc, Marcel va attendre 1957 avant de l'écrire réellement, mais les premières pages datent de 32. Donc on voit bien que c'est pas spécialement pour son père, c'est pas spécialement pour sa mère, mais c'est aussi pour le petit Paul. Tout de suite, il a eu envie de rendre hommage à ce petit frère, dernier berger des collines de l'Étoile. C'est très très beau parce qu'il y a toute une diversité au niveau de la calligraphie, déjà. Marcel n'écrivait absolument pas de la même manière dans les années 30, dans les années 40, ou dans les années 60 ou 50. Mais il y avait la plume et l'encrier qui étaient toujours sur le bureau, d'ailleurs, dans l'avenue Foch. Toujours. On a même retrouvé des plumes dans les manuscrits. Donc on a des plumes, on sait qu'elles ont servi à la rédaction de tel ou tel... Car il n'écrivait qu'à la plume, Marcel Pagnol. À la plume, oui. Planté dans un petit roseau, il allait tailler ses roseaux dans sa propriété de Saint-Tropez. Il les remontait avec des fagots de roseaux. Et qu'à la plume sergent-major, avec son encrier, son buvard. Et c'est mon père qui me racontait, quand il était enfant, dans les années 50, à partir de 57, il était assis au pied de mon grand-père, qui était à son bureau, qui écrivait. Et mon grand-père lui passait, après avoir passé le buvard sur chaque feuille manuscrite, lui passait les feuilles. Et mon grand-père a découvert les souvenirs d'enfance, comme ça, assis au pied de son père, et en lisant chaque feuille manuscrite qui était produite. Alors justement, quand on lit les manuscrits de La gloire de mon père ou du château de ma mère, on se rend compte des différences avec le livre. C'est-à-dire que ceux qui ont lu Pagnol vont trouver dans ces manuscrits une version différente. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes phrases. Quelquefois, il y a des choses étonnantes. Oui, ce ne sont pas les versions définitives, ce sont vraiment les versions de travail. Et Marcel travaillait énormément. La légende veut que Marcel Pagnol avait... C'est vrai, ces manuscrits sont très propres, donc il écrivait très facilement, que c'est une langue facile. Pas du tout. Pagnol, pourquoi ces manuscrits sont-ils propres ? C'est que dès qu'il y avait 3 ratures sur une feuille, il la prenait, il la jetait, il réécrivait tout, comme s'il avait conscience de l'importance de ces manuscrits qu'il passerait à sa postérité. Il coupait d'ailleurs des passages. Il coupait des passages, il en rajoutait. À l'époque, il n'y avait pas Word, donc il créait des paperoles avec du scotch. Alors on a des formats complètement incroyables, ce sont des parchemins parfois. Il travaillait énormément sur ces manuscrits. Et après, il les dictait et il y a quelques pages tapées à la machine dedans. Oui, parce qu'on n'a pas tout retrouvé. Comme je vous le disais tout à l'heure, Marcel écrivait un peu partout, avec ce qu'il avait sous la main comme papier. Donc, il y a
quelques pages qu'on n'a jamais pu retrouver. On ne sait pas où elles se trouvent. Voilà, mais très très peu. Alors, la naissance de ces souvenirs d'enfance, je crois que c'est un magazine féminin au départ. C'est il a Elle. fait Elle. Il a fait une nouvelle dans Elle et ça lui a donné l'idée d'écrire ses souvenirs d'enfance. C'est ça, c'est exactement ça. Il avait des problèmes à l'époque parce qu'il avait arrêté le cinéma. Il s'était remis au théâtre. Il avait eu 2 fours effroyables, Fabien et Judas, qui pourtant sont de très bonnes pièces. Mais peut-être qu'à l'époque, les gens n'étaient pas prêts à les recevoir. Et ça n'allait pas très bien. Voilà, ça allait pas très bien, il se sentait en panne. Et un soir, lors d'un dîner, il est avec Pierre et Hélène Lazareff, donc Paris Match et elle, et il raconte ses histoires. François, pardon. Et il raconte toutes ces histoires. C'est un conteur extraordinaire. Et Hélène lui dit, mais il faut que tu les écrives. Bon, t'es sûr? Oui, je vais faire quelque chose dans Elle. Et il dit, d'accord, repasse, dans 2 semaines, ce sera prêt. Puis il oublie Marcel. Il disait oui à tout, et puis il oubliait. Et puis 2 semaines après, il y a un coursier qui arrive, à vélo, qui dit, monsieur, je viens... Ah bon, mais c'est... Ah bon? Alors, c'est prêt. Attendez-moi 1 demi-heure, c'est prêt. Et il va écrire le premier épisode en 1 demi-heure sur le coin de son bureau, alors que le coursier répare son vélo en bas dans la cour. C'est ce qu'il écrit. Marcel aime bien mettre... comme il disait, je ne mens pas. J'habille la vérité avec des habits du dimanche. Alors, il faut savoir que personne n'imaginait, à commencer par Marcel Pagnol, que les générations entières liraient ensuite La gloire de mon père ou Le château de ma mère, Nicolas Pagnol. Il en était très fier. Il en était très fier, Marcel. Il faut pas oublier que c'est le fils d'un instituteur de la Troisième République, pour qui l'éducation nationale, c'est la quintessence de la République. C'est ce qui forme la République, c'est la forge. Et c'est vrai. Je ne sais pas si ça l'est toujours aujourd'hui, mais en tout cas, ça l'a été. Et donc, pour lui, être étudié, faire souffrir tant de collégiens était une grande joie. Il y a un petit côté sadique quand même là-dessous, mais c'était une grande joie. Et qui plus est, je pense à son père, à sa relation avec son père. Quel honneur son père a dû ressentir et quelle joie Marcel a dû éprouver lors de son élection à l'Académie française. Ça a dû être quelque chose de formidable. Ils ne sont pas toujours bien entendus, les deux. Hein. Oui. Parce qu'au début de la carrière de Marcel donc était prof d'anglais, et il va démissionner de l'éducation nationale pour écrire des pièces de théâtre. Joseph va en être malade. Il prend son fils en plus, qui est parti à Paris, il prend son fils pour un jeune homme oisif, dispendieux, qui fait n'importe quoi. Et d'un coup, le succès théâtral, et c'est d'ailleurs lors d'une représentation de Topaz ou de Jazz, je ne sais plus, c'est le René Clair qui le raconte. René Clair est en loge. Marcel lui a demandé de s'occuper de son père qui monte à Paris pour voir la représentation, parce qu'il n'est pas habitué au théâtre, bref. Et à la sortie, Joseph va voir son fils, il dit, c'est magnifique, quel succès, les applaudissements, ta pièce est magnifique, mais dis-moi mon fils, de quoi vis-tu exactement? Voilà. Alors, il y a aussi La gloire de mon père et le château de ma mère au cinéma, et le conteur est une voix qui nous manque. Il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du roi. Jean-Pierre Darras qui a fait la voix. Il faut savoir que Jean-Pierre Darras a toujours fait croire qu'il était Marseillais. Il n'a jamais été Marseillais. C'est un peu comme Pagnol. Il est né à Paris, il s'appelait Dumontet. Et ensuite, il a vécu à Carpentras, mais surtout... mais quelle voix. Il incarne Marcel. C'est fou, Jean-Pierre Darras. C'est du velours. Mais en même temps, c'est un velours un peu rocailleux. On sent du vécu, on sent beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, beaucoup de vécu. On a l'impression qu'il parle de lui. Oui, alors qu'il parle de Pagnol, mais les deux auraient dû bien s'entendre, à mon avis, je pense, qu'ils s'étaient rencontrés. Alors justement, à propos de cinéma, votre travail aussi, c'est la restauration des 24 films de Marcel Pagnol afin qu'ils survivent, Nicolas Pagnol. Oui, alors j'en ai déjà fait restaurer, je crois, 12 ou 14, je n'ai plus le compte exact. Déjà, c'est impératif. La pellicule est un matériau vivant qui se dégrade avec le temps, et les négatifs peuvent se décomposer. Voilà. Donc il est très important de les scanner en très haute définition pour refaire de nouveaux négatifs, et puis les restaurer aussi. Voilà. Bon. Le cinéma de patrimoine, c'est très compliqué. Il y a de moins en moins de téléspectateurs et les coûts de restauration et d'édition sont de plus en plus élevés.
Heureusement, bon, il y a le CNC qui est là, qui nous aide. Et puis aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, la région Sud, le département 13 et bien souvent Arte aussi. Mais c'est très compliqué. Moi, j'ai la chance de gérer un catalogue de prestige. Un Pagnol, bon bah oui, alors on a envie d'aider Pagnol, mais je pense à tous les autres ayants droit qui ont des catalogues plus discrets, moins connus, et il faut bien être conscient que tous ces films vont disparaître. Je veux juste donner un chiffre. Vous savez qu'il y a quand même 90% du catalogue du cinéma muet qui a disparu. Et il y a beaucoup Totalement. de films aussi qui ont disparu. 60% du cinéma parlant a disparu. Oui. C'est du patrimoine. Il y a pas que les châteaux, il y a pas voilà, c'est du patrimoine. Et il faut faire très attention parce que le cinéma, c'est le reflet de qui nous sommes ou de qui nous avons été. C'est le reflet de notre société, de notre histoire, des relations humaines, des problématiques du temps. Il y a bien sûr le côté artistique, mais il y a aussi un côté documentariste dans le cinéma. Documentariste, il faut pas l'oublier. Et ça, c'est très important. Et c'est votre travail, Nicolas Pagnol, justement, de restaurer ces films, comme ça a été votre travail de mettre à jour ces manuscrits. Il y aura la suite, bien sûr, je pense qu'il y aura le 3e. Oh, le temps des amours, le temps des secrets, on y aura, évidemment. En tout cas, La gloire de mon père, Le château de ma mère, ce sont 2 livres absolument fabuleux à offrir à Noël. On les commande sur Internet aux éditions des Saint-Pères. Ce sont 2 gros volumes. Et vous verrez la main de Marcel Pagnol, l'écrivant à la plume, ces manuscrits. Et ils sont très lisibles, c'est ça qui est formidable. Il y a une réelle émotion. En tout cas, l'émotion vous nous avez procuré, Nicolas Pagnol, en racontant votre grand-père. Continuez à vous occuper de lui de cette façon, c'est indispensable pour le patrimoine et pour votre famille. Merci Jacques.